Et coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 petites histoires paranormales. Je vous invite à vous installer confortablement. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. La maison Lalaurie. Tout le monde à la Nouvelle-Orléans connaît l'histoire de Delphine Lalaurie et il n'est pas nécessaire de croire au paranormal pour frissonner d'horreur entre les murs où elle a vécu. Au début du 19e siècle, Delphine Lalaurie mène une vie fastueuse, dépense beaucoup et reçoit beaucoup. Elle dispose de nombreux esclaves à son service. L'esclavage n'est pas interdit à l'époque, à l'inverse du mauvais traitement des esclaves. Et malgré ses manières policées, il n'échappe à personne que Madame Lalaurie n'est pas tendre avec les siens. Sa vie sociale s'achève par un drame. Alors qu'on la voit poursuivre une esclave avec un fouet, cette dernière se tue en sautant d'un toit pour échapper au coup. Malgré cette infamie, Delphine Lalaurie n'est pas inquiétée et continue de vivre comme elle a toujours fait. Mais en 1834, alors qu'un incendie se déclare, des voisins venus aider découvrent plusieurs esclaves mutilés enchaînés dans une pièce. Par la suite, on l'accuse du meurtre de plus d'une centaine de personnes à son service. À ce moment, elle n'a d'autre choix que de fuir à Paris où elle meurt. La maison passe ensuite entre différentes mains. Elle a beau subir d'importants travaux de rénovation, elle n'est jamais occupée très longtemps. Est-ce seulement à cause de sa réputation ou est-elle vraiment hantée? Toujours est-il que ceux qui y entrent sont terrifiés par ce qu'ils y attendent et ressentent. Au début du XXe siècle, à l'occasion de la rénovation des planchers, on découvre de nombreux squelettes humains sous la maison et une rapide expertise les ajoute à la liste des victimes de Lalaurie. La maison connaît de nouveaux propriétaires qui s'enchaînent plus ou moins rapidement selon leur courage. En 2017, c'est l'acteur Nicolas Cage qui s'en porte acquéreur. Il avoue plus tard n'avoir jamais pu passer une nuit là-bas. Voilà pour la première histoire qui est à mon goût assez macabre et qui était assez intéressante. Nous allons passer à la deuxième histoire. La disparition du lac Anjikuni. L'histoire se passe au bord du lac Anjikuni du nord du Canada, à côté de la rivière Kassan. Là, vivent en paix depuis toujours les habitants d'un village inuit, du moins jusqu'en 1930. Cet hiver-là, Joey Labelle, un trappeur qui passe à proximité du village qu'il connaît bien, décide de s'y arrêter pour la nuit. En arrivant, il est surpris que nul ne vienne l'accueillir et fait le tour du village, mais celui-ci est vide. Dans les tentes, il trouve pourtant des vivres, des vêtements, du matériel, tout ce que les Amérindiens auraient emporté s'ils avaient quitté les lieux. Un feu est allumé, sur lequel le trappeur trouve également un ragoût en train de cuire. Aucune marque au sol, rien qui ne suggère un départ dans la précipitation ou une quelconque lutte. Après avoir attendu quelque temps, la peur fait place à la surprise et il prévient la police montée. Sur place, les policiers ne peuvent que constater l'absence des habitants, mais ils découvrent également que les tombes de la tribu, bien que gelées, ont été profanées. Aucun élément ne permet de déterminer ce qui est arrivé aux habitants du village. Certains policiers se souviennent néanmoins avoir observé d'étranges lumières bleues au-dessus du lac au moment de leur arrivée. Voilà pour la deuxième petite histoire qui était plus courte que la première, mais qui était aussi intéressante. On va passer avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. La maison qui saigne. C'était il y a seulement 20 ans, à Saint-Quentin, en Picardie, dans la petite maison de Lucie et Jean-Marc Belmer. Le couple s'y est récemment installé. Lucie est femme au foyer et son mari routier. Elle est la première à détecter quelque chose d'anormal. Des taches rouges, du sang, pense-t-elle aussitôt. Elles s'apparaissent d'abord sur la table de la cuisine et puis, les jours passant, sur les murs, les vêtements rangés, un peu partout. Lucie a beau nettoyer, le lendemain matin, les taches sont de nouveau là. Il y a aussi ces bruits étranges qui les empêchent de dormir. On dirait que l'on déplace des meubles et que l'on casse de la vaisselle à l'étage de leur maison. Pourtant, quand Lucie ou son mari va voir, rien n'a été déplacé.
Bientôt, l'histoire est connue et la presse et la police s'intéressent au couple. La substance rouge est analysée. Il s'agit bien de sang, mais il n'est pas frais. Les différentes enquêtes n'aboutissent à rien, sinon à constater le calvaire que vit le couple, qui finit par déménager. La maison, contrairement aux rumeurs, n'a pas été détruite. Elle est habitée. Depuis les belles-mères, rien d'anormal ne s'est plus jamais produit là-bas. Voilà pour la troisième et dernière histoire qui était aussi courte, qui était aussi intéressante. La première était ma préférée, mais les deux autres étaient intéressantes aussi. Et vous me direz quelle est la vôtre. Nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!